Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Constance de Pellichy. Constance de Pellichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Lyotte du Loiret et surtout vous êtes présidente de la mission parlementaire sur les causes et les conséquences de la dénatalité en France. Tout à fait. On va aujourd'hui parler de dénatalité évidemment et surtout des conséquences économiques de la dénatalité. Ma première question est assez simple. On a découvert il y a quelques semaines que le taux de natalité en France n'avait jamais été aussi bas. On est à 1,56 enfants par femme et on a même un solde naturel négatif, c'est-à-dire plus de décès que de naissances sur l'année 2025. Est-ce que ces chiffres étaient attendus ou est-ce qu'ils dépassent les pires prévisions ? Alors, pour être honnête, on s'attendait à avoir des chiffres pas excellents pour l'année 2025. En 2024, on était à un peu plus d'1,6 enfants par femme. On craignait passer la barre des 1,5 en 2025, mais pas de manière aussi importante. On espérait 1,58, 1,59. Là, on est à 1,56. Mais si on regarde les chiffres de la France hexagonale, on est même tombé à 1,53. 1,56, c'est avec la France des DOM-TOM, et en particulier la Guyane et Mayotte, qui permettent de faire remonter un peu le taux de natalité. Donc, ce qu'on peut dire, et notamment par rapport aux prévisions de l'INSEE, c'est que la chute de la natalité en France s'accélère. Elle va plus vite, elle va plus fort que ce qui était prévu. C'est d'autant plus vrai que l'INSEE prévoyait un croisement des courbes des naissances et des décès, donc le solde naturel négatif, seulement après les années 2030, voire 2035. Donc ça arrive 5 à 10 ans plus tôt que ce qui avait été prévu par l'INSEE. Comment on peut expliquer cette accélération ? Mais c'est un double phénomène. C'est déjà le fait que la génération des baby-boomers, c'est-à-dire toute cette génération qui est née après la guerre et jusqu'aux années 60, arrive dans, pour certains, le grand âge. Et pour les plus âgés d'entre eux, pour ceux qui sont vraiment nés juste après-guerre, eh ben finalement, ils participent aussi de la mortalité de la France, puisqu'ils arrivent dans le grand âge et puis certains, malheureusement, tombent malades et décèdent. Donc on a cette génération extrêmement nombreuse, qui est un phénomène démographique en lui-même, qui commence à mourir et à tomber malade. Et en parallèle, on a effectivement une chute de la natalité beaucoup plus forte que prévu. En l'espace de seulement 15 ans, la France a perdu 25% de naissances. Un quart de naissances en moins entre 2010 et aujourd'hui. Et ça, pour le coup, ça n'était pas prévu. On s'attendait à voir la natalité baisser, mais de manière plus douce, un peu comme ça s'est passé d'ailleurs entre les années 2010 et 2020, où tous les ans, on perd quelques naissances. Mais ça s'est fortement accéléré depuis le Covid, et c'est pas propre à la France. C'est un phénomène qu'on retrouve partout dans le monde, et en particulier dans les démocraties occidentales. Mais aussi dans les pays qu'on peut appeler les anciens pays du tiers-monde. On a vu que par exemple la Turquie, le Maroc, l'Iran sont passés sous le seuil des 2 enfants par femme. Oui, c'est quand je disais c'est un phénomène mondial, c'est qu'effectivement ça touche l'ensemble du monde, y compris les pays qui faisaient beaucoup d'enfants. Alors vous citiez le Maroc, c'était un pays qui faisait beaucoup d'enfants, qui n'en fait presque plus, qui passe sous les 2 enfants par femme, mais même les pays d'Afrique subsaharienne ont tendance à diminuer le nombre d'enfants. Donc ça reste toujours très nombreux, beaucoup d'enfants par femme, mais pour le coup, ce chiffre diminue d'année en année. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que globalement, on a basculé dans un monde où le plus souvent, et c'est particulièrement vrai dans les démocraties occidentales, désormais, on a les enfants qu'on désire. On n'assume pas les enfants qui arrivent, comme c'était le cas dans les générations précédentes. Aujourd'hui, on a les enfants qu'on désire, avec finalement une natalité qui est contrôlée par les femmes elles-mêmes quand elle n'est pas contrôlée par le pays, comme ce fut le cas en Chine, par exemple. Donc il y a ce phénomène déjà d'avoir la famille que l'on souhaite, qui est un premier phénomène en soi. Le deuxième élément, c'est quand même l'impact de l'arrivée d'un enfant sur sa propre vie, en termes de développement personnel et je pense notamment au déroulement de la carrière, l'impact et la pénalité que ça peut avoir pour les femmes en fonction des pays. Et puis le fait de pouvoir s'épanouir plus dans sa parentalité, avec des parentalités beaucoup plus investies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient précédemment notamment. Donc d'une certaine façon, on a moins d'enfants, mais ils sont plus choyés, ils sont davantage choisis.
ce qui, en soi, pour les enfants eux-mêmes, n'est pas une mauvaise nouvelle. En revanche, il y a des conséquences sur l'économie. Dans votre mission parlementaire, vous avez interrogé de nombreux chefs d'entreprise. Quelles sont leurs préoccupations sur cette baisse de la natalité? Alors, la baisse de la natalité a forcément de multiples conséquences. Parmi elles, il y en a une qu'on voit de manière immédiate. C'est le manque de main-d'œuvre à venir pour un certain nombre d'entreprises qu'on commence déjà à ressentir dans certains secteurs d'activité. Je pense à la restauration, aux métiers du care, qui sont des métiers sur lesquels on a déjà des tensions et où finalement, où je pense aussi aux ouvriers agricoles, les métiers qui sont considérés souvent d'ailleurs comme des métiers pénibles et faiblement rémunérés, on a forcément de la tension dès aujourd'hui. Mais demain, cette tension sur le marché du travail, on risque de la voir sur toutes les catégories professionnelles. Et donc oui, ça inquiète un certain nombre de chefs d'entreprise, notamment ceux qui se projettent sur le temps très très long. On a eu l'occasion de discuter avec des entreprises spécialisées dans le nucléaire, où là vous êtes sur le temps très long, sur la formation de vos salariés, le fait de pouvoir les garder et une gestion du personnel vraiment sur la longue durée. Il y a de l'inquiétude. Et donc on a des entreprises qui déjà, pour limiter ce risque par rapport à une main-d'œuvre très qualifiée dont elles pourraient avoir besoin, mettent en place des politiques RH et des politiques sociales qui sont fortement bénéfiques pour les jeunes parents, par exemple. Le deuxième effet, qui est plus pervers, qu'on voit moins, c'est la question de l'innovation. Une société qui vieillit est une société qui innove beaucoup moins. Or, on a besoin d'innovation pour rester compétitif sur le grand marché mondial. Et si on ne fait plus d'enfants, il va falloir trouver cette jeunesse et cette créativité ailleurs. On a viscéralement besoin dans le monde de l'entreprise de créativité. Mais si nos concurrents font eux-mêmes moins d'enfants et que des pays à très bas taux de fécondité, comme par exemple la Corée du Sud et le Japon, sont quand même innovants, est-ce que c'est une vraie source d'inquiétude, cette perte potentielle d'innovation? Je pense que ça doit l'être. C'est pas parce qu'à l'instant T, la Corée du Sud et le Japon arrivent à s'en sortir par certains mécanismes qu'ils vont s'en sortir sur la durée. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est notamment un pays qui inquiète fortement sur sa démographie et qui s'inquiète également, à tel point que l'État est prêt à injecter des centaines de milliards d'euros d'argent public dans sa politique familiale pour redonner envie aux gens de faire des enfants, parce que c'est absolument essentiel pour l'économie du pays. Et on le voit dans d'autres aspects. La question, je pense que les personnes qui vous regardent, ceux qui vous suivent, le voient aussi. Quand on apporte des nouvelles pensées dans une entreprise, quand on permet à des jeunes personnes d'intégrer certaines équipes, elles apportent un regard nouveau et différent qui permet d'aller chercher au-delà et d'apporter de la créativité et de voir les choses différemment. Donc au contraire, c'est pas parce que la Corée du Sud et le Japon s'en sortent aujourd'hui qu'ils s'en sortiront demain. Et on peut même imaginer que dans les années à venir, on aura une concurrence très forte entre pays sur l'immigration économique, à la fois la main-d'œuvre des métiers pénibles, mais aussi la question des cerveaux. On sait qu'on a déjà une concurrence très forte sur les cerveaux aujourd'hui, et fort est à parier qu'elle sera d'autant plus forte demain. Donc finalement, les technosolutionnistes qui nous disent c'est pas grave d'avoir moins d'enfants, la technologie, les robots, l'IA permettra d'innover, d'une certaine façon, ils se trompent. Là, on est sur des questions d'opinion. Rien ne permet d'affirmer que l'intelligence artificielle, demain, permettra d'être plus créative que l'intelligence humaine. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'intelligence humaine a des capacités que l'IA n'aura jamais. Ne serait-ce que parce que derrière l'intelligence humaine, vous avez certes le quotient intellectuel de la personne, ses facultés de déduction, de mémorisation, etc. Mais vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler le quotient émotionnel, sa capacité à entrer en relation avec les autres, à savoir mieux décortiquer certains comportements et donc certaines attentes et pouvoir s'adapter de manière intuitive à ce qu'on peut attendre d'elle, à pouvoir mieux comprendre les besoins de ses semblables et du coup pouvoir chercher d'autres solutions. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de données, mais est-ce qu'elle sait vraiment aller décrypter les émotions des uns des autres? Peut-être qu'elle saura le faire un jour, mais je pense qu'on a besoin de ce lien et que c'est aussi ce lien et cette intelligence émotionnelle qui savent nous rendre créatifs.
On parlait tout à l'heure d'immigration. Effectivement, la France a besoin d'immigration. Les pays occidentaux vont être en concurrence pour attirer les meilleurs cerveaux. Aujourd'hui, la France, c'est le pays de l'OCDE qui attire l'immigration la moins qualifiée. Est-ce que c'est un problème ? Comment renverser la donne ? Et puis comment faire prendre conscience, finalement, aux citoyens, que l'immigration est nécessaire, et deux, qu'on ne peut pas accueillir n'importe qui et qu'il faut être un peu sélectif. Alors, si l'Espagne d'un côté, l'Italie de l'autre, ont régularisé en 2024, 2025, 2026 chacune 500 000 travailleurs immigrés, c'est qu'il y a besoin pour faire fonctionner nos économies d'immigration économique. Enfin, c'est aussi simple que cela. La question, c'est quel est le niveau de qualification de cette immigration ? C'est un sujet sur lequel planche fortement l'Allemagne aujourd'hui, et je trouve ça intéressant de regarder vraiment le modèle allemand de ce point de vue-là. Ils ont mis en place une stratégie de formation massive et continue tout au long de la vie pour faire monter en compétence l'immigration de leur sol. Donc l'idée, c'est de pouvoir assurer d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée et qui est capable d'évoluer et de toujours mieux se qualifier. Et ça fonctionne ? Certains, aujourd'hui, les Allemands ont trouvé que ça avait fonctionné avec certaines limites. Et le modèle allemand envisage aujourd'hui, c'est aussi sous la pression de la percée de l'extrême droite en Allemagne, d'aller plutôt recruter directement dans les pays et finalement d'avoir une sorte de visa au moment du recrutement. Donc il y a différentes possibilités d'aller travailler sur son immigration. Pour moi, il n'y a pas de sujet à dire et à assumer qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et qu'à un moment donné, on choisit aussi la typologie de profil qui va venir nourrir et compléter notre économie. Il faut pouvoir l'assumer. Mais l'assumer de toute part de l'échiquier politique, parce qu'on voit en France qu'il y a une forme de peur épidermique de l'immigré, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Et je pense que si on ne réconcilie pas les Français avec l'immigration économique, qui est pourtant vitale et qui contribue d'ores et déjà à faire tourner une partie de notre pays, ce sera compliqué demain. Sur la question des cerveaux à proprement parler, il s'agit là d'une politique publique qui doit être assumée par l'État à proprement parler. Les cerveaux viennent à travers l'attractivité des universités. À nous de mettre en place une politique de l'enseignement supérieur et de la recherche qui soit attractive pour les chercheurs du monde entier. Et à partir de là, on fait venir des cerveaux. Mais vraiment, sur la question des cerveaux, c'est une question de politique publique et à l'État d'assumer de réinvestir véritablement dans l'enseignement supérieur public. Et l'enseignement tout court aussi. Justement, est-ce que vous ne craignez pas que les décideurs publics se disent finalement, si la natalité baisse, on va aussi supprimer un peu de budget dans le ministère de l'Éducation, supprimer des nombres de profs, etc. Alors, c'est l'un des écueils de la baisse de la natalité, l'une des conséquences, c'est quand on a perdu 25% de naissances en l'espace de 15 ans, ça fait autant d'élèves en moins, ça fait autant de naissances dans les maternités en moins, donc on ferme des maternités, on va fermer des écoles, et de fait, on supprime des postes de professeurs et dans l'enseignement. L'une des questions qu'un bon nombre de députés posent régulièrement au ministère, et je fais partie de cela, c'est de se dire, finalement, est-ce que c'est souhaitable de supprimer 25% de postes de l'enseignement quand on a perdu 25% de naissances, ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de supprimer seulement 20% ou peut-être 17 ou 15% ou 0%. Alors, 0%, ça veut dire que vraiment, vous réduisez très fortement les effectifs, mais en tout cas, c'est ce qui fait augmenter les pays dans les meilleurs classements. Il y a plein de choses. Alors, ne sombrons pas dans la caricature. Il n'y a pas que le nombre d'élèves par classe. En France, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à questionner. Il y a les méthodes pédagogiques dans les classes. Il y a la journée de l'enfant. La France est l'un des pays où les femmes travaillent le plus. En Allemagne, le temps de travail moyen d'une femme, il est de 28 heures par semaine. Elles sont, et c'est pas toujours choisi, mais les femmes basculent à temps partiel quand elles deviennent mères. En Suède, vous finissez de manière normale votre journée de travail à 15-16 heures quand vous avez des enfants, sans être à temps partiel, à 15-16 heures. Parce qu'on adapte les journées au temps de l'enfant. En France, un enfant de 3 ans, il est régulier, qu'il soit lâché à 8h30 le matin et qu'on aille le récupérer après 18h au centre périscolaire. À 3 ans.
Et à 7 ans, c'est pareil. Sauf que quand il rentre à la maison à 18h30 et qu'il faut encore faire ses devoirs, on est sur des journées qui ne correspondent absolument pas non plus au temps de l'enfant. Et donc, il y a tout ce modèle à re-questionner. Il y a la question du nombre de professeurs et des moyens qu'on y met, mais plus globalement, la question du modèle de l'éducation qu'on a en France qu'il faut re-questionner. Question très simple, est-ce qu'il est possible de remonter en termes de natalité et d'atteindre à nouveau le seuil des 2 enfants par femme, ou au moins, allez, on va dire 1,8 ? Je pense qu'il n'y a pas de fatalité sur la natalité. 2 éléments très concrets par rapport à ça. Le premier, c'est qu'en France, les jeunes personnes, et les femmes en particulier dans l'âge de reproduction, ont toujours envie d'avoir autour de 2,3 enfants par femme. Donc il y a un désir d'enfant qui est toujours profondément ancré en France. On a envie de faire 2,3 enfants et on n'en fait que 1,5. Ça fait quand même un écart important qu'on peut combler. Le deuxième élément, c'est justement en Allemagne, on avait structurellement une société qui faisait peu d'enfants parce que la pénalité pour les femmes était excessivement importante. Vous deviez mettre un terme à votre carrière lorsque vous deveniez mère. L'Allemagne, il y a 15 ans, a mis en place une politique très volontariste familiale avec un droit au mode d'accueil, c'est-à-dire que passé les 1 an de votre enfant, vous avez l'assurance de trouver une place en crèche. Alors, suivant les landes, c'est plus ou moins gratuit ou au contraire très cher, mais vous avez l'assurance d'avoir une place. Et puis, deuxième élément, un congé au moment de la naissance qui est bien rémunéré et qui peut être partagé avec le père. Eh bien, l'Allemagne a remonté son taux de fécondité à cette époque-là en passant de 1,3 à 1,5. Après, depuis le Covid, elle suit la pente de tous les pays européens. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'arrivée massive d'immigrés syriens qui a pu jouer à la hausse ? Pas seulement. Non, il y a vraiment eu un effet, pour être allé questionner vraiment le modèle allemand, il y a eu un effet important sur la question des modes de garde et de l'indemnité. Et d'ailleurs, si on regarde en France la part de l'immigration dans la natalité, les femmes originaires de l'étranger font un peu plus d'enfants que les femmes nées en France. En général, on est autour de 3,5. En revanche, leurs propres enfants retombent autour de 2. Donc, voire en dessous de 2. Donc, en fait, quand on est issu de l'immigration, on ne fait pas particulièrement plus d'enfants que quand on est issu de familles françaises installées en France depuis très longtemps. En revanche, est-ce qu'on remontera à Dieu ? Sincèrement, j'en doute aujourd'hui. Je ne suis pas très optimiste là-dessus. Je pense qu'on peut remonter et se stabiliser autour de 1,6, 1,7, ce serait déjà pas si mal. Remonter à 2,1, qui est le renouvellement des générations, ça me semble compliqué dans les vies qu'on a aujourd'hui. Pour être une femme, si vous voulez à la fois avoir une vie professionnelle épanouie et en même temps avoir du temps de présence pour vos enfants, on peut pas, c'est compliqué de tout concilier dans la vie. Y compris en Suède où on essaye de tout concilier dans la vie, ils sont à 1,4 enfants par femme. En tout cas, la clé, je dirais pas pour avoir un taux de 2,1, mais pour limiter la casse, voire augmenter un peu, c'est vraiment de faciliter la vie des parents, c'est ça ? C'est la clé ultime. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'une part, c'est la valorisation de la famille. Petit à petit, alors on a la polémique No Kids de la SNCF, mais globalement, petit à petit, on invisibilise les familles de l'espace public. C'est-à-dire que vous avez l'aire de jeu pour les enfants, mais en gros, il n'y a pas tellement d'autres endroits où c'est bien d'aller avec ses enfants. Au restaurant, vous avez l'impression de gêner. À l'hôtel, il n'y a pas de place pour vous. On vous regarde quand vous montez dans le train avec vos enfants. Oh là là, il va encore nous enquiquiner. À la caisse, au supermarché, on est en train de vous juger parce que votre enfant bouge un peu. Enfin bref, l'impression d'être en permanence jugé. Et ça, je pense qu'il faut que collectivement, on s'attache à réenchanter la famille et ce que sont les enfants dans notre quotidien et dans notre vie. Ça, c'est un travail, entre guillemets, de propagande. J'ai pas envie d'aller sur un travail de propagande. En revanche, de rappeler aux gens que, en fait, un enfant, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On a créé la vie. En faisant un enfant, on crée la vie. Un enfant, c'est bourré de créativité et d'imaginaire. Quand on se met à sa hauteur, on pénètre dans un univers absolument incroyable. Mais aussi pour nous, parents. C'est-à-dire que le jour où on a un enfant et où on devient parent, on change.
On change parce que on se découvre des qualités et des défauts qu'on ne connaissait pas jusque-là. On se voit à travers les yeux de son enfant. On réapprend à faire des choses qu'on avait oubliées. Et c'est quand même hyper intéressant, y compris pour la société. Donc moi, je trouve que le rôle des enfants est quand même extrêmement stimulant. C'est de la vie. Enfin, mettez un enfant au milieu d'un groupe de personnes âgées, vous leur redonnez vie instantanément. Et ça, il faut vraiment se rappeler de ce rôle de l'enfant qui est fondateur dans notre société. Et se dire à l'inverse, si on devient une société qui tolère plus ses propres enfants, mais où va-t-on ? Donc il y a pour moi un côté de réenchantement de la parentalité qui me semble important. Après, il y a des freins matériels et financiers qui sont réels. La pénalité dans la carrière d'une femme, elle est réelle, elle est documentée. On sait que à chaque enfant qu'on fait, on perd et du salaire et de l'évolution de carrière. Donc forcément, quand vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir un déroulement de carrière intéressant, vous vous posez la question de l'enfant. Il y a aussi la question des freins matériels directement. Le logement est devenu quelque chose d'assez compliqué en France, je ne vous l'apprends pas. Le logement est devenu beaucoup plus cher et difficile à trouver. Pour les jeunes couples, si vous n'avez pas de chambre, pas d'enfant. Enfin, c'est aussi simple et mécanique que ça. Or, on a perdu 18 mètres carrés en moyenne pour les couples qui s'installent. 18 mètres carrés, c'est 2 chambres. Pas de chambre, pas de bébé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pouvoir permettre aux couples de réinvestir dans le logement, ça fait partie des mesures que je porte via un prêt à taux zéro spécifique pour les familles. Moi, ça me semble essentiel. Il y a la question des modes de garde, qui est une dernière question qui est vraiment importante sur la parentalité. Une famille sur 5 ne trouve pas de mode de garde pour son enfant. Et dans un certain nombre de cas, le coût est tellement élevé, on peut vite arriver à 1 000 € pour une place en crèche. Quand vous en avez deux, 1 000 € par mois et par enfant. Moi, mes enfants étaient gardés par assistante maternelle. Quand j'ai eu mes 2 filles qui étaient gardées en même temps par assistante maternelle, je dépensais plus d'1 SMIC par mois pour les frais de garde de mes enfants, sur un mode de garde tout à fait conventionnel. Donc, le coût et l'accessibilité du mode de garde est un frein réel à la natalité aujourd'hui. Alors, j'utilisais il y a quelques minutes le terme de propagande. Je réutilise. Certains pays font vraiment de la propagande pour avoir plus d'enfants. La Hongrie, la Turquie, l'Iran. Oui. Il y a aussi une politique de carnet de chèques, c'est-à-dire que pour chaque enfant né, on donne de l'argent. Est-ce que la propagande et le carnet de chèques, ça fonctionne ? Jusque-là, pas du tout. Absolument pas. La Russie, c'est le crash direct en termes de démographie et de natalité. Ça fait plusieurs années qu'ils ont une natalité très faible. C'est un pays qui perd de la population aujourd'hui et c'est pas seulement l'effet de la guerre. Pour faire des enfants, il faut avoir confiance en l'avenir, d'une part. Et d'autre part, les femmes détestent, à juste titre, qu'on instrumentalise leur corps. On n'est pas des pondeuses, en fait. On n'est pas des pondeuses pour apporter de la chair à canon, pour apporter de la chair à économie. On doit réinventer une manière de faire famille en société. Ça, c'est important. Et ça vous donne envie de construire votre famille. Mais certainement pas pour produire de la main-d'œuvre ou de la chair à canon. Et votre ventre n'est jamais à acheter. Voilà ce que ça nous dit dans ces pays. La natalité ne remonte pas. La Corée du Sud, pareil. Politique du chèque, ça marche absolument pas. C'est un échec total. La natalité se stabilise par l'émancipation des femmes. Ça se voit en Suède, ça se voit en France, dans tous les pays où on travaille à l'égalité homme-femme, y compris au moment de la construction familiale, la natalité se stabilise plutôt qu'elle ne chute de manière très forte. Qu'est-ce que vous pensez alors du terme utilisé par le président, c'est-à-dire le réarmement démographique, et aussi de la lettre qui a été envoyée à toutes les femmes, je crois, de 29 ans ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, le réarmement démographique, moi j'avais accouché quelques mois auparavant, je l'ai hyper mal vécu. Enfin, en fait, je ne suis pas là pour réarmer la France. Par contre, me dire que je participe à un projet de société, oui. Mais on a supprimé l'allocation universelle familiale. Pourquoi dans ces cas-là ? Je veux dire, si je ne suis pas valorisée en tant que parent, pourquoi ? Réarmement démographique, vraiment, j'ai pas compris cette image choisie par le président de la République que j'ai trouvée très violente, très guerrière, sur un sujet qui n'a pas lieu d'être. En revanche, sur le courrier envoyé, alors il n'est pas envoyé aux femmes de 29 ans, il est envoyé à tous les jeunes de 29 ans. Ce que je trouve intéressant dans ce courrier, c'est la démarche
global de santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire que dans le courrier, on vous parle de pathologies, le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, d'endométriose, et de tous ces petits signes qui doivent vous inquiéter lorsque vous êtes une femme et qu'on ne vous a pas diagnostiqué ces pathologies. Comment vous faire accompagner? On parle aussi aux hommes sur leur santé sexuelle, sur leur fertilité, parce que je me suis rendu compte au cours de nos auditions que les hommes ignorent qu'ils ont une fertilité qui décroît fortement avec le temps. Et oui, les hommes restent fertiles jusqu'à la fin de leur vie, mais en fait faiblement fertiles. Et qu'ils suivent finalement la même évolution que les femmes. Passé 30 ans, leur fertilité décroît. Et donc c'est important d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses. En revanche, je ne connais pas la manière dont le courrier est rédigé. Je ne voudrais surtout pas que ce soit vu comme étant une injonction à faire un enfant maintenant, mais plutôt l'occasion de se dire... j'en suis où dans ma vie? Est-ce que c'est pas le moment de faire un bilan fertilité pour plus tard et pour que je puisse prendre des décisions quand je serai prêt à en prendre? Est-ce que c'est pas l'occasion de faire un bilan contraception? Est-ce qu'il n'y a pas un ou deux petits symptômes qui devraient m'alerter et aller voir plus loin si je souffre pas d'une pathologie? Ça, je trouve ça important. Dans notre discussion, on voyait qu'un des freins à la natalité, c'était effectivement le manque de mètres carrés, donc le prix de l'immobilier, et aussi le manque d'argent. Avec, excusez-moi d'être cru, mais avec la disparition des boomers, on va avoir des mètres carrés qui vont se libérer. Comme il y aura de moins en moins de salariés, les salariés seront en position de force, ce qui est rare et cher. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 20 ans, les salaires augmenteront, le prix du mètre carré baissera, les logements seront plus abordables et donc la natalité pourra remonter? Vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai apprise ces 5 dernières années, c'est qu'en ce moment, se projeter sur le temps long, c'est quand même un exercice délicat et les choses ne se déroulent absolument pas comme on aurait pu l'imaginer. Qui aurait pu imaginer en 2019 qu'on aurait une pandémie mondiale qui nous obligerait à rester cloîtrés chez nous pendant 2 ans, que le monde s'embraserait et que l'Europe craindrait le retour de la guerre? Personne. Que les États-Unis seraient une démocratie en train de sombrer? Personne. Donc en fait, prévoir ce qui va se passer dans 20 ans, moi, aujourd'hui, je n'en suis pas capable. Ce que je peux vous dire, c'est que je vis dans un territoire qui est plutôt une zone détendue, où on doit pouvoir trouver du logement et où, malgré tout, les jeunes couples ne parviennent pas à trouver facilement du logement parce que leurs revenus sont beaucoup moins élevés que ceux des générations précédentes et que la banque refuse le prêt, que le taux d'intérêt est devenu trop élevé pour le prêt. Et ça, ce sont des sujets réels, des sujets d'aujourd'hui, mais rien ne dit que demain, ce seront des sujets qui ne s'imposeront pas toujours dans le débat public. Donc, savoir ce qu'il en sera demain, je ne sais pas. De fait, dans 20 ans, la génération des baby-boomers aura probablement en partie disparu. Alors moi, je leur souhaite de rester vivants le plus longtemps possible et l'espérance de vie continue à augmenter en France. Mais voilà, on aura une autre forme démographique en France. Ça, c'est une réalité. Est-ce que pour autant, ça amènera un renouveau et un enrichissement nouveau des générations suivantes? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je vois le chronomètre tourner. On est à 28 minutes pile poil. Respect du temps de parole, parfait. Merci beaucoup, Madame de Pélichy, d'être venue sur le plateau. Merci beaucoup pour votre invitation.